Bonjour à tous, donc Laurent Libert de l'IFIP. Donc je vais en quelques mots présenter le contexte actuel et notamment avec l'évolution par rapport à la dernière journée que nous avions faite en 2017. Alors Antoine, si tu peux passer la suivante. C'est Antoine qui va charger de passer les diapos, hein. Je vais donc lui demander de le solliciter. Donc, je vous ai remis un premier graphique, hein, sur l'évolution du nombre de truies et du nombre d'élevages ayant détruit, bien sûr, depuis un graphique qu'on a mis à jour depuis 2011. Donc, je vais juste donner quelques mots qui sont intéressants depuis 2017, hein, qui était lors de les chiffres que nous avions présentés lors de notre journée il y a 2 ans, où on avait environ 10 000, un peu plus de 10 000 truies, presque 11 000 truies en bio, et on est monté, il y a eu une petite accélération ces dernières années, hein, enfin, ce chiffre-là était entre 9 000 et 10 000, stagnait depuis les années, on va dire 2015, et on a eu plus 3 000 truies par an sur 2018 et 2019, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à un chiffre de 16 700 truies pour 653 élevages. Donc on y reviendra un petit peu après sur la taille de ces élevages. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc sur l'évolution du nombre de porcs produits et du tonnage. Donc en bleu, c'est les têtes, hein, le nombre de porcs produits. Donc en 2017, on avait eu un plateau des années 2010, on va dire 2011 jusqu'à 2017, avec une progression assez faible d'une année sur l'autre. On était à environ 112 000, 113 000 ports en 2017. Et on a atteint, en 2 années, on est passé à presque 210 000 ports. Donc des fortes augmentations sur 2018 et sur 2019. Bon, bien sûr, qui se traduisent aussi par une augmentation de tonnage. Alors c'est effectivement lié à l'augmentation du cheptel truie, effectivement, mais aussi une petite amélioration. Alors c'est un chiffre que je donne comme ça, tout à fait indicatif, hein, mais si on rapporte le nombre de porcs produits par truie bio, on était à 10,3 en 2017, on est passé à 12,5. Alors, c'est pas de la productivité réelle, c'est de la productivité brute, hein, mais ça montre quand même qu'il y a une amélioration aussi des résultats techniques ou des éleveurs plus performants depuis 2 ans. Alors, soit des éleveurs qui s'installent, soit des éleveurs déjà installés qui ont amélioré leur technicité. Donc, c'est pas que le nombre de trucs qui a amélioré le nombre de porcs produits, c'est aussi des effets techniques, bien sûr. Donc une très forte progression qui se rapproche du chiffre qu'on avait évoqué il y a 2 ans, un espèce de plateau autour de 200 000 ports. Alors on voit cette forte progression, on se rend compte aussi dans les discussions avec les opérateurs qu'on est effectivement aujourd'hui en tout cas, est-ce que c'est un plateau définitif? On ne le sait pas, mais un chiffre haut sur lequel il faut être vigilant pour s'assurer un débouché pour la totalité des pièces du port. Diapo suivante, s'il te plaît. Bon, donc, quand on regarde un peu la répartition du cheptel truie en termes de taille d'élevage, donc on a toujours une forte proportion d'éleveurs de moins de 20 truies. En 2017, on était à 70-72%, on est passé donc à 73%, ça n'a pas beaucoup bougé, pour le même niveau de production, autour de 15% pardon, autour de 15% des truies. C'est pas la production, c'est le nombre de truies. Et il y a une petite progression, on le voit, du nombre d'exploitations, puisqu'on est passé de plus de 100 truies de 4% à 6%, c'est pas énorme, mais voilà, la proportion, ce que ça représente en nombre de truies augmente, c'est passé de 35 à 40%, donc on a une augmentation de ces exploitations-là. Alors, effectivement, on a aussi, il y a quelques gros élevages en plus qui n'étaient pas encore là en 2017, hein, des élevages de 300 truies et plus, 300 truies et plus, pardon, qui arrivent dans le paysage français. Bon, forcément, ça a une incidence sur le marché. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, la même chose pour la part des élevages ayant des porcs. Alors, naisseurs-engraisseurs et post-engraisseurs, bien sûr. Là encore, un très grand nombre d'éleveurs qui ont moins de 100 porcs. Alors, ça reste une proportion importante en nombre d'éleveurs, mais qui produisent très très peu, puisque ça reste 7%. Donc, c'est aussi sur des valeurs
qui reste très faible par rapport à ce qu'on avait déjà. Ça représente essentiellement la vente directe, bien évidemment. Et on voit une petite augmentation aussi des élevages de plus de 1000 places, voilà, en termes de volume. Donc il y a des évolutions de ce côté-là, mais ce qui se traduit aussi l'augmentation de la taille d'élevage de truies. Il y a augmentation légère augmentation des ateliers les plus importants. Voilà. La diapositive suivante. Donc là, c'est pour représenter régional, enfin, une évolution du cheptel truie en fonction des régions. Alors, j'ai remis les chiffres de 2017 également. Et ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a 3 régions toutes les régions ont une progression, ont connu une progression en 2 ans assez significative quand même. J'aurais dit même la Corse, qui est passée de 60 truies à 100 truies, ce qui est beaucoup quand même pour la Corse. Mais non, je voulais surtout vous montrer quand même qu'il y a 3 régions qui ont fortement augmenté. C'est la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et la Bretagne qui ont, pour la Bretagne et la Normandie, presque doublé leur cheptel truie. Ce qui est quand même ce qui explique ces progressions. Mais globalement, toutes les régions ont augmenté avec 3 régions qui ont particulièrement progressé. Donc, on voit que les choses évoluent sur les territoires. Alors effectivement, il y a aussi des régions qui restent des faibles régions de production. On voit le nord de la France, on voit et d'autres qui progressent, qui étaient très importantes. Je pense à l'Occitanie, qui était historiquement avait eu un cheptel plus important, qui avait de mémoire baissé, puis qui s'est relevé un petit peu, mais reste des régions moins dynamiques, on va dire. Voilà. Et on va diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc au niveau des principaux opérateurs, pas de très gros changements sur les grands opérateurs, il y en a de nouveaux qui apparaissent, mais en termes de volume, on retrouve Biodirect, Cavac, Sirio, Unebio avec Terrena et la Coperle, suivi derrière par Le Gouessant, Agrial. Alors, je ne vous donne pas forcément l'ordre de leur production, le Prévert, et APO en fait qui se substitue à la structure Payso que nous avions citée il y a 2 ans, puisque le groupement port de Payso a rejoint le groupement APO, mais on reste les grands opérateurs restent les premiers cités dans le marché aujourd'hui. Voilà, alors c'est sur les opérateurs de production de port. On n'est pas rentré dans le détail, on ne voulait pas non plus rentrer plus sur les autres opérateurs de transformation, etc. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Ce qu'il faut voir, alors là, c'est juste une diapositive pour parler un peu des circuits de commercialisation. Alors, c'est des chiffres en volume, parce que le chiffre d'affaires, c'est toujours un peu plus compliqué à interpréter, à analyser, compte tenu de la différence qu'il peut y avoir entre un prix de vente direct et un prix de vente en surface. Donc, ça ne me paraît pas forcément plus opportun. Ce que je voulais montrer, c'était l'évolution. Alors, bien sûr, tout le monde a progressé, mais quand on regarde les parts de marché en volume, on voit que la vente directe, la RHF et les artisans bouchers charcutiers globalement sont restés stables, 1% plus ou moins, c'est des parts de marché, donc ça reste pas très très significatif. Par contre, on voit une forte augmentation quand même, 45 à 54% de la part de marché des GMS, et plutôt au détriment des magasins spécialisés bio. Alors c'est une réalité, c'est un point de vigilance, parce que ça veut dire que c'est des gens qui achètent bien sûr en grande surface, donc c'est un marché beaucoup plus ouvert, et je dis point de vigilance parce qu'on sait que les coûts de production, on l'a déjà évoqué, le bio sont assez importants, que le bâtiment, on en parlera tout à l'heure, les évolutions peuvent avoir des incidences importantes sur les coûts de production, et que cette part de GMS n'est pas forcément celle qui est prête à payer le plus. C'était des choses qu'on avait évoquées il y a 2 ans lors de le consentement à payer. Donc oui, ça reste des points de vigilance à avoir par rapport au marché, pour le coup, financier du port bio dans l'avenir. Voilà ce que je voulais dire sur le marché. Maintenant, je vais présenter, si tu veux bien la suite, des points sur lesquels on travaille aujourd'hui en collaboration IFIPITA, mais pas que nous, bien évidemment. On est sur des projets sur lesquels on travaille ensemble, mais on est loin d'être les seuls. En tout cas, pour les 3 premiers. Il y a le projet européen PIPILO qui concerne le bien-être. Alors, c'est un gros projet européen avec différents pays et pas que sur le port.
Il y a la volaille aussi dedans, et pas que le porc bio, puisqu'il y a aussi les productions label enfin en France, pour le France, il y a aussi une partie des productions de porc label plein air et les races locales, comme le porc basque ou le gascon qui sont aussi concernés dans ces projets et qui tournent globalement autour du bien-être avec entre autres des actes d'attaque mal entier, coupe de queue, etc. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Il y a le projet Ecofeed qui est en train de se finir, qui est aussi un projet européen, plus de travail collaboratif sur l'alimentation 100% bio. Donc là aussi, on est loin d'être les seuls, puisque les champs d'agriculture sont aussi nos partenaires et les producteurs aussi sur le sujet. Donc là, c'est plutôt travailler sur l'autonomie alimentaire et en particulier l'autonomie protéique, sur lequel donc il y aura un colloque de restitution. La date n'est pas encore déterminée, mais en 2021. Alors on espère pouvoir le faire en présentiel ce coup-ci, mais on verra comment les choses évolueront. Autre projet que nous avons en commun, le projet Farinelli. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose, puisqu'on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine, puisque c'est autour de la castration, à la non-castration et la production, ou l'évolution de la castration en bio, notamment avec la production de mâles entiers. Donc, c'est un sujet qu'on évoquera plus longuement la semaine prochaine, puisqu'on parlera de cette thématique-là. En dernier projet qui s'appelle Biosim, donc entre parenthèses, c'est les financeurs, le Biosim qui est financé par Inaport. C'est un projet, alors là, autour d'un outil informatique pour aider à la conversion et à l'évolution des élevages bio. C'est une adaptation en bio d'un outil que nous avons, nous, qui s'appelle le Porcim, pour l'installation et la création et l'évolution des élevages de porcs. Et là, il sera adapté en mettant en place des données technico-économiques, enfin des approches technico-économiques spécifiques au bio. Enfin, un dernier sujet alors ça, c'est des sujets qui sont en cours, qui vont courir qui sont sur 2020, 2021, voire 2022 pour certains. Il y a des sujets envisagés sur lesquels nous souhaiterions travailler, et en particulier, c'est le marché du porc bio en Europe, parce que vous êtes tous des opérateurs, vous savez que le porc bio en particulier est européen, que nous importons des pièces entre autres d'Europe du Nord, mais pas que. On avait fait un état des lieux de ce marché dans le cadre d'un projet entre 2010 et 2013. On suit régulièrement les nouveaux entrants, les nouveaux opérateurs, mais on a du mal à avoir des chiffres assez précis sur ces marchés-là. On sait notamment que l'Espagne se développe. On a eu des discussions, des rencontres avec Antoine et des partenaires espagnols qui nous montrent qu'il y a un fort dynamisme de ce côté-là, mais on voudrait faire un état des lieux donc c'est quelque chose que nous envisageons sur 2021, de ce marché du porc bio en Europe, les principaux opérateurs et les circuits, et tracer un peu les pièces et les circuits de ce marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire sur 2021, le plus complet possible. On verra en fonction des financements que l'on trouve pour le faire. Voici pour les projets. Et la dernière point sur lequel qui va amorcer un peu la suite en fait de la journée. Alors on m'a informé très récemment d'un point de vigilance. Il y a un projet de loi écocide donc qui est en préparation par le gouvernement. Donc c'est de la. Alors je ne suis pas un spécialiste juridique, mais c'est quand même de la pénalisation c'est le crime contre l'écologie, l'écocide. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce projet de loi, il y a aujourd'hui, qui est en projet bien sûr, on m'a informé d'un point sur lequel il faudrait une vigilance. Ça concerne les écoulements de jus de lisier, notamment pour le bio, les courettes découvertes sur litière, si on les laisse découvertes si on découvre les courettes telles qu'elles sont, quand il va pleuvoir, il va y avoir des écoulements de jus. Et ces jus aujourd'hui, ils ne sont pas forcément dans les structures, dans les élevages actuels, pas toujours prévus d'être recueillis. Et le risque, c'est que ces jus qui s'écouleraient, puisque aujourd'hui on n'en a pas avec notre système couvert, on n'en a pas ou peu, ou vraiment de manière. Oui, ils sont protégés par les toitures. Ça pourrait être considéré comme pénalement, l'éleveur serait pénalement responsable.
Donc, c'est un point de vigilance que je mets là et je dis qu'il faudra en prendre en compte dans les aménagements parce que bah, ces jus n'ont pas toujours été, enfin, de fait, hein, comme notre système n'était pas prévu pour recueillir tous ces jus. Donc, il faudra être vigilant. Ça peut faire des volumes importants, il va falloir en avoir conscience et être vigilant quant à la récupération de ces jus. Alors, je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure avec au moins un des deux témoignages qui nous expliquera un peu ce qu'il a mis en place pour le faire. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux questions, s'il y en a.